Donc apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre de vous, vous êtes blogueur, militant des droits de l'homme, avocat. J'ai étudié les droits humains à l'université. Alors c'est quoi votre job ici? Donc, je travaille dans ce qu'on appelle un think tank, Institute of Policy Analysis and Research. Et qu'est-ce qu'on fait? On évalue les politiques du gouvernement. Donc, vous savez, le gouvernement a une sorte de contrat de performance. Quand ils ont commencé, ils s'auto-évaluaient et ils finissaient avec 90, 95. Ils ont trouvé que c'était une blague. Donc, ils ont trouvé un think tank indépendant pour faire ça. Et comment est-ce possible de concilier ce genre de métier avec le blog? Vous savez, moi, j'aime bien être blogueur et être avocat des droits humains. Deux métiers qui sont très passionnants, mais on ne peut pas manger avec ça. Vous savez, tout le monde dit ah tiens, passe à mon restaurant, tu aimes écrire une histoire là-dessus, mais c'est pas mon métier, je fais pas le marketing. J'aimerais surtout parler de ce qui va pas avec son resto. Et ça, c'est Alors pas. justement, un blogueur, ça veut dire parler de ce qui ne va pas. Est-ce que Non, c'est ça un blogueur ici? non, c'est contribuer au débat. Moi, hein, et puis les blogueurs c'est indépendant, vous faites ce que vous voulez. Il y a des blogueurs qui bloguent sur tout, sur le fashion, la mode, la gastronomie. Les jeunes. Il y a de plus en plus, c'est incroyable, il y a de plus en plus de jeunes qui aiment raconter les histoires. Vous savez, quand c'est un pays post-conflit comme celui-ci, tout le monde a une petite histoire à raconter. Et vous regardez ça sur les médias sociaux, sur Facebook, tout le monde dit ça, tout le monde dit ça. Et puis, il y a des jeunes qui râlent parce qu'il n'y a pas d'eau, parce qu'il n'y a pas d'électricité, parce que MTN les coûte trop cher, parce que c'est là. Mais il y a aussi d'autres, des filles, des garçons qui racontent leur adolescence, étudier en Occident, être dans la diaspora, revenir, etc. On a l'impression que c'est la première élection où les médias sociaux et Internet a un tel rôle. Quel a été le rôle aujourd'hui, la présidence, elle communique par Twitter. On a su qui faisait un discours par Twitter. Vous avez exprimé votre opinion via les réseaux sociaux sur cette élection. Oui, tout à fait. Comment vous l'avez vécu, quoi? Oui, oui, parce que vous savez, il y a 1,7 million de jeunes qui sont arrivés cette année pour voter. 1,7 million de jeunes. Il faut être alerte à ça, il faut être sensible à ça, il faut être capable de leur servir. Or, les jeunes, ils ne vont pas acheter le journal tout le soir, ils ne lisent pas des papiers, ils regardent moins la télé, ils sont tout le temps sur leur... Donc, il faut leur donner le message là-dessus. Alors, Et d'ailleurs, il y a des blogueurs, excusez-moi de vous couper parce que je pense que c'est intéressant, le FPR a pris des jeunes Rwandais, là, très populaires sur les médias sociaux, il les a demandé de bloguer sur leur site. Donc les jeunes là ont écrit des petites histoires, je vais voter pour Kagame à cause de ci et ça. 2, 3, 4 jeunes ont écrit des blogs. Et donc j'ai trouvé que c'était assez intelligent de leur part de... J'ai demandé à plusieurs jeunes, à mes petits frères et sœurs, ils avaient tous lu C'était la première fois qu'ils allaient sur le site du FPR, parce qu'en fait, il y avait leurs amis qui avaient écrit des articles là-dessus, donc c'est quand même intéressant. Et vous, qu'est-ce que vous avez écrit sur cette élection? Bon, donc j'ai d'abord écrit un article en félicitant Franck Abineza, mon ami, parce qu'il... pour la première fois, il venait d'être accepté de concourir aux élections. Mais j'ai aussi écrit un article en réponse aux, aux médias. Vous savez, les médias européens, américains, vous n'avez pas été doux avec le Rwanda. Hein. Ces 3 semaines passées, je lisais un tout autre pays, en fait. Ça n'a rien à voir en fait, avec ce que je vis. Donc j'ai répondu un peu à ça. Écoutez, pourquoi vous appelez tout le temps dictateur, dictateur, dictateur? Ça veut rien dire, ça, c'est un. Et deux, il faut avoir un certain degré d'élégance et de respect envers les gens. Vous savez, il y a une société, il y a un président, vous ne pouvez pas être d'accord avec lui sur un point ou sur un autre. Ce n'est pas la peine de le traiter comme... C'est-à-dire qu'il y a une manière d'écrire au Rwanda qui peut être différente. Non, non, il y a une manière d'écrire par rapport aux Africains. On nous définit comme des cas, des types. Hein? Les Hutus contre les Tutsis, les bons contre les mauvais. On dirait qu'on est en fait des cobayes dans un laboratoire, on le regarde comme ça. On n'est pas figé, on est des êtres humains en fait. On n'écrit jamais sur nous comme des êtres humains. On écrit beaucoup mieux sur nos animaux du parc, les gorilles et tout ça, mieux que sur les êtres humains en fait. C'est incroyable. Et c'est pour ça que je blogue en fait, vous savez. Alors, on parle toujours du Rwanda, on le montre beaucoup en exemple, pour beaucoup de choses, en tout cas économiques, en disant que c'est le pays le plus connecté d'Afrique, que tout le monde y a accès. Est-ce que c'est une réalité, mais surtout, à quoi sert
d'être connecté ici? Est-ce que c'est surtout un outil de développement ou malgré tout c'est un outil pour voir plus loin et s'exprimer librement? Vous savez, ces outils-là, hein, c'est un terme, en anglais on dit harness. Les outils sont là. Après, vous en faites ce que vous voulez. Donc, par exemple, l'outil comme l'Internet au Rwanda, il est en train d'être utilisé pour communiquer, pour faire entendre sa voix, pour faire le marketing, mais c'est devenu un outil de gouvernance. Par exemple, aujourd'hui, c'est devenu un outil de lutte contre la corruption. Si j'ai envie d'avoir mon permis de conduire, je n'ai plus envie d'aller voir un agent. Je vais sur Internet, je me connecte, je m'inscris, et puis j'ai un SMS pour aller faire mon examen, j'ai un autre SMS pour savoir si j'ai réussi ou j'ai échoué, etc. Je n'ai pas à voir un gars. Et c'est le cas pour l'attestation de naissance, casier judiciaire, etc. Ce sont des outils que vous utilisez pour l'efficacité. En fait, c'est devenu des outils pour l'efficacité. L'efficacité, que ce soit dans l'environnement, dans la gouvernance, dans la pub, dans le marketing, mais aussi c'est un outil de campagne, c'est devenu un outil politique, voilà. Et est-ce que vous le voyez plus comme un outil de travail ou un outil d'expression, un moyen vraiment d'expression? Est-ce que par exemple, vous dites aujourd'hui, j'ai vraiment un truc qui m'énerve, j'ai envie d'y aller et je dis ce que je veux. Est-ce que vous vous sentez libre de dire ce que vous voulez? Exemple, vous savez, ici à Kimurura, il n'y avait pas d'eau il y a 2 semaines. On a fait du bruit et maintenant on a de l'eau toute la semaine. Et ouais, ça c'est comme ça. Chaque fois qu'on écrit, tiens, où est passée l'eau? Ils disent, ouais, vous habitez où? Donnez-nous votre quartier. Paf, après ils nous donnent de l'eau. Mais après à Nyamirambo, il faut aussi du bruit, c'est pareil. C'est le cas pour Ewassa, c'est le cas pour les restaurants. Ici, en fait, c'est devenu, on n'a plus besoin d'aller demander l'audience au ministre tel pour présenter ses doléances. On est tous connectés. Dit, monsieur le ministre de la Justice, en tout cas, je suis ici, je cherche mon dossier depuis autant de jours, qu'est-ce qui se passe? Et il doit répondre parce que tout le monde entier le voit, ses patrons et sa constituency, comme on dit, les gens qu'il représente, etc. Donc c'est devenu un village, tout ça. Et nous, pour le grand bonheur, moi j'exprime mes idées de ma chambre ou de mon bureau et le monde entier le lit et m'appelle ou répond, etc. C'est fantastique. La commission électorale, elle a voulu contrôler les réseaux sociaux, oui. C'est tombé à l'eau. Pourquoi d'abord elle a voulu faire ça? Parce qu'il y a des risques réels. Et qu'est-ce que vous pensez? Vous êtes comme défenseur des droits de l'homme. Ça aurait pu j'aurais pu être directement affecté par ça, vous savez, parce que c'est mon domaine. Hein. Mais je vais vous dire une anecdote. Hein. En fait, je connais les 2 messieurs qui travaillent à la commission. Excusez-moi une seconde, je vais savoir l'heure. Je connais les 2 messieurs qui travaillent à la commission. Et en fait, ils ne sont pas actifs sur les réseaux sociaux. Ils ne savent pas comment ça marche. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui utilise ça. Hein. Il y a des messieurs qui sont pas très connectés, quoi. Vous savez, mon père, il n'est pas très connecté. Hein. C'est des gens de l'âge de mon père qui pensaient, comme ils avaient vu en fait les élections en Ouganda, on avait fermé Facebook et Twitter. Les élections en Éthiopie, ils avaient fermé aussi. Et puis ils ont dit, tiens, on a des élections, est-ce qu'on va fermer aussi? Dit non, on ne peut pas fermer, etc. Mais on peut contrôler. Alors, ils voulaient que tous les tweets que les gens écrivent passent par la commission. Leur serveur aurait pété, leur tête aurait pété, mais ils ne savaient pas, parce que ce n'est pas des gens qui utilisent. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des lignes rouges? Ils ne se rendent pas compte ce que ça signifie, ce qu'ils ont. Même s'il y avait des lignes rouges, vous savez, il y a des VPN maintenant. Mon petit frère peut faire un VPN contre la commission électorale dans 2 minutes après qu'ils aient fermé ça. L'Internet, c'est devenu un truc qu'on ne contrôle pas. Mais ils ne se rendent pas compte. Je vous dis, si mon père travaille à la commission, c'est le genre de remarques que mon père peut faire. Mais Est-ce qu'il y en a des lignes rouges sur Internet plus qu'ailleurs ou moins qu'ailleurs? Il n'y en a pas sur Internet du tout. Ailleurs, il y en a. Sur Internet, il n'y a pas. C'est quoi la différence? Vous savez, on ne peut pas dire les Hutus sont comme ça ou les Tutsis sont comme ça. Ça, c'est une ligne rouge. Même sur Internet, heureusement que les Rwandais ne le font pas. Les Rwandais qui vivent vous êtes TV5, les Rwandais qui vivent en Europe, ils le font encore. Ils développent des théories. Et même les médias occidentaux, ils disent « Ah, le parti au pouvoir, le président Tutsi, etc. » Ça, nous, on ne dit pas ça. Au Rwanda, les gens ne disent pas ça. Hein. Y a un vieux Rwandais qu'on respecte tous, un écrivain de Jeune Afrique qui s'appelle Faustin Kangabe, qui a écrit un article qui s'appelle « La façon de le dire ». Très important, je pense que tous les médias occidentaux devaient lire ça. Il y a des choses, vous savez, c'est comme je vous dis... C'est quoi la façon de dire? Explique-moi. Oui. Quand vous définissez... En fait, il encourageait les gens à être bienveillants.
quand il parle d'un peuple, surtout un peuple qui vient du génocide, il faut en parler avec bienveillance, avec respect, avec accepter ce qu'ils veulent. Si les gens disent on veut se définir comme ça, acceptez ça. Définissez-le comme ils veulent, comme ils l'entendent. Ne faites pas des théories là-dessus. Ne dites pas non, vous avez tort de vous définir comme ça parce que vous avez tort. Nous, on pense que vous devez vous définir comme ça. On pense que vous devez être des Hutus et des Tutsis. Non, 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 non. Pourquoi? On veut des Rwandais, par exemple. Il n'y a personne au monde qui a le droit de dire vous avez tort, voilà, nous, on pense. Il y a une notion qui est intéressante dans votre droit qui est la notion d'insulte. C'est-à-dire que dans la loi, il y a la notion d'insulte. Ça signifie quoi? C'est aussi un état d'esprit. On peut aller en prison si on insulte? Oui. Expliquez-nous. C'est la diffamation, ça existe partout au monde. C'est pas pareil. Oui, mais la diffamation, c'est quoi? L'injure publique. Moi, je suis un avocat. L'injure publique, c'est dans le droit classique, hein, c'est partout au monde. Vous ne pouvez pas injurier quelqu'un en public. Ou écrire des propos, tenir des propos diffamatoires sur quelqu'un, c'est interdit. Ouais, maintenant, au Rwanda, ça part sur l'injure seulement, mais comme je vous dis, ce sont des lois anti-diffamatoires. Mais après, ça va sur d'autres spectrums. Ça signifie, on peut pas. Et surtout, au Rwanda, c'est surtout basé sur le divisionnisme. Hein. Vous pouvez pas, ça va sur, oh, vous êtes Tutsi, ah, toi, petit Tutsi, ah, Cancrela, ah, serpent, ah, machin, machin. Parce que ce sont des mots. On a tout un répertoire des mots dans ce pays qui ont été utilisés. Vous savez, c'est la première fois qu'il y a une jurisprudence sur ce qu'on appelle les médias de la haine. C'est pas rien. Ça n'a jamais existé. Vous savez, il y avait un groupe qui s'appelle. Vous connaissez les Ku Klux Klan? Donc, ils sont allés dans des quartiers juifs aux États-Unis en disant Hitler n'a pas fait bien son travail, il aurait dû vous exterminer. Donc, et puis les Juifs sont allés poursuivre le KKK à la Cour suprême des États-Unis. Et la Cour suprême des États-Unis a dit que le KKK ne faisait qu'exprimer ses opinions. Donc, ils n'ont pas trouvé une faute là-dessus. Ça, c'est la loi aux États-Unis. C'est leur standard de liberté d'expression. Nous, on a des standards complètement différents. Le KKK, les Juifs n'auraient pas eu besoin d'aller les accuser, ils seraient déjà allés en prison. Parce qu'au Rwanda, ce que dit Trump au Rwanda, il le dit, il va en prison. Ce que dit Marine Le Pen au Rwanda, il le dit, il va en prison. Au Rwanda, on n'insulte pas les gens sur leurs origines, leur race, leur religion, leur machin. Non, parce qu'on vient des génocides. C'est comme ça en Allemagne, parce qu'ils viennent de l'Holocauste. C'est comme ça dans des pays comme ça. Mais en dehors même du génocide, qui est essentiel pour comprendre votre histoire, est-ce qu'il n'y a pas une tendance, y compris des blogueurs ou des journalistes, à s'auto-censurer? Oui, oui, il y en a. Et oui. sur quel thème? Mais je viens de vous les dire. Non, il n'y a pas que celui-là. Oui, bon, écoutez. D'abord, comprenez un peu la culture africaine. On respecte les anciens. Moi-même, j'écris, je ne suis pas d'accord avec plusieurs politiques, mais je ne peux jamais insulter le président sur son côté physique, sur sa famille, sur ses habits, ou sur etc. Je ne peux pas insulter. Je n'insulte personne. Quelqu'un qui est plus âgé, d'ailleurs, je n'insulte pas les moins âgés que moi non plus. C'est la façon de le dire. C'est la façon africaine de le dire. Il faut être bienveillant. C'est pas la façon africaine. Vous n'êtes pas un peuple identique, les Africains. Moi, c'est ça que je veux vous dire. Je veux connaître la façon rwandaise. Parce que vous n'êtes pas congolais, vous n'êtes pas... Si. Je vais vous dire la différence. La différence, c'est qui se rappelle, parce qu'on a quand même eu 200 ans de colonisation, vous savez, qui se rappelle des mœurs africaines, qui s'en rappelle plus, qui regarde trop de la télé TV5, qui regarde trop France 24, qui a oublié qui il est, ça c'est différent. Mais en fait, il y a vraiment une culture africaine. Le respect des anciens, c'est africain. Ça part le Ubuntu. Évidemment, je vais pas... Si je me mets à vous citer la culture africaine, on ne va pas finir le truc. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce qui est la façon rwandaise? La façon rwandaise, voilà. La Constitution nous définit comment est-ce qu'on doit faire les choses à la rwandaise. La Constitution rwandaise dit dialogue et recherche constante de consensus. C'est tout récent, ça. C'est une constitution récente. Ce qui est important pour les Rwandais, c'est le dialogue et la recherche du consensus. Ça signifie quoi? Si je ne suis pas d'accord avec une politique sur l'agriculture, je ne vais pas dire le ministère de l'Agriculture, c'est de bon à rien. Ce n'est pas comme ça qu'on cherche le consensus. Je vais dire, vous savez, on devrait faire plus d'irrigation dans la province de l'Est
parce qu'il va y avoir une sécheresse. C'est la même chose. Mais c'est dit avec dialogue et consensus. Ils vont dire, ah bon, M. Gatete, en fait, on avait fait l'irrigation. Oui, mais vous n'avez pas fait assez. Vous n'avez pas mis des vallées d'âme, vous n'avez pas mis de ceci. Moi, je pense que vous devriez faire comme ça. Je fais ça de manière bienveillante. Je vais toujours la construction. Je ne peux pas dire le ministre est corrompu. Je peux dire qu'il y a de l'argent qui manque dans un programme des engrais chimiques. Vous voyez ce que je vous dis? Mais vous le dites quand même. Je le dis, j'ai envie de dire quelque chose, mais je n'ai pas envie d'attaquer des gens, d'insulter des gens. Ça ne sert à rien. C'est une façon rwandaise de dire les choses. La Constitution définit comment vous pouvez... C'est pour ça que je blogue. Moi, je m'oppose à des politiques dans ce pays. Je n'ai jamais été inquiété, je n'ai jamais été en prison, parce que je connais la façon de le dire. J'ai lu la Constitution, j'ai envie de construire. Les politiciens, quand ils me voient, ils pensent que je suis dans leur camp. C'est arrivé que le FDLR, qui est un groupe, ils ont un website, c'est arrivé qu'ils prennent des articles sur mon blog et qu'ils les publient sur leur site. Souvent. Le parti au pouvoir, c'est arrivé qu'ils prennent des articles sur mon blog, qu'ils le publient sur leur site aussi. Pourquoi? Parce que je n'insulte personne. Je suis pas... Comme on dit, tout n'est pas blanc ici. C'est un pays comme un autre. Tout n'est pas noir non plus. Mon travail, ce n'est pas de dire que c'est noir ou que c'est blanc. C'est de dire, tiens, on devrait faire plus dans ça, moins dans ça, plus dans ça. C'est la façon de le dire à la rwandaise. Vous êtes précis, ma dernière question. Vous pensez que les grands-mères du pays ou les gens dans le pays vous suivent? Non. Est-ce que pour l'instant, c'est quand même très Kigali? J'écris en anglais. Ah, vous écrivez en anglais, c'est vrai. Et en français. Ouais. Malheureusement, je suis né en exil, donc mon Kinyarwanda écrit. Parler, il est au point, mais écrit, pas encore. Et puis, même si j'écrivais en anglais, les réseaux sociaux, vous savez, c'est pas les grands-mères sur les collines qui les écoutent. Non, mais est-ce que les Je réseaux suis sociaux invité. rassemblent les gens du pays entier ou c'est vraiment très Kigali? Non. Dans toutes les villes du Rwanda, partout. L'Afrique, hein, en général, le Rwanda en particulier, mais l'Afrique en général, la pénétration du téléphone mobile est très, très, très avancée. Et donc, au Rwanda aussi, dans toutes les villes, mais surtout aussi, il y a des jeunes dans la diaspora. Vous savez? Alors, vous êtes particulièrement plus avancé que vos collègues en termes de téléphone et de Parce réseaux que vous sociaux. savez, Il y a pas- il y a on pas suit. photo, quoi. Mais le président, il est pour quelque chose. Hein. Il est tout le temps là-dessus. On lui parle, il nous répond. Eh ben, il dit, vous savez, tiens, j'ai tweeté le président, il a répondu. Ah bon? Ah, tiens, ah. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui se connecte. Tout le monde est connecté parce que tout le monde a envie de savoir ce qui se passe. Les politiciens, c'est plus facile d'être connecté parce qu'on peut demander quelque chose et la chose soit faite. Au lieu d'écrire une lettre, d'envoyer un email, de demander rendez-vous, d'aller voir la personne en audience, on la tweet en public. C'est pratique. Vous êtes bien plus avancé que Eric Black. Oui. Que lui. Merci Que beaucoup. Vous dites